Salut, c'est Sab. Entre toutes les conneries de NFT et de métaverse, on entend de plus en plus parler ces dernières années d'économie parallèle et surtout de systèmes de play to earn, des jeux qui te payent pour jouer. Mais avant toutes ces bêtises modernes, il y a eu des précurseurs et parmi eux un MMORPG qui fonctionne avec de l'argent réel, fait la promesse de pouvoir te rendre riche et surtout qui est toujours joué 23 ans plus tard alors que personne n'en parle jamais. Je vous propose de plonger avec moi dans l'histoire improbable du plus gros scam de l'histoire des MMORPG, Anthropia Universe. Tout commence en 1988 avec un homme, Jan Welter, qui a l'idée de créer le premier univers possédant une économie virtuelle basée sur l'argent réel. Dès 1999, il fonde le studio MindArc avec l'objectif de créer Project Anthropia, le premier MMORPG avec un système économique lié à la vraie vie, et il commence le développement en deux groupes, un en Suède et un en Suisse. À l'annonce du projet, tous les plus grands sites et médias de l'époque sont super hypés par l'idée et relaient toutes les infos qui sortent sur le jeu, alors même qu'on n'a encore aucune idée de ce à quoi le jeu va ressembler, tout simplement parce qu'en 2000 ce genre de pitch ça paraît être le futur du jeu vidéo et que de toute façon un jeu où tu peux gagner de l'argent voire devenir riche en jouant, forcément ça passe pas inaperçu. En 2003, après plusieurs sessions de tests, le jeu sort enfin en phase de bêta ouverte avec sa monnaie, le PED pour Project Anthropia Dollar, lié au dollar américain auto-fixe de 10 PED égale 1 dollar, taux qui n'a d'ailleurs jamais bougé depuis. Autre particularité, le jeu est gratuit. Bon, aujourd'hui ça paraît rien parce que le free-to-play est devenu monnaie courante, mais en 2000, c'est pas anodin. Plutôt que de se baser sur un modèle économique par abonnement mensuel comme tous ses concurrents de l'époque, MindArc a choisi de gagner de l'argent en prélevant une taxe au moment de la conversion de dollars en PED ou de PED en dollars, avec comme objectif sur le long terme d'élargir leur modèle économique en offrant par exemple la possibilité à des marques de la vraie vie de faire leur pub directement dans le jeu. Très vite, les premiers joueurs découvrent le jeu et au fil du temps, les premières grosses transactions commencent à arriver. En 2004, une île appelée Treasure Island est vendue aux enchères pour 26 500 dollars à un Américain de 22 ans qui fait très vite les gros titres partout dans le monde, tout simplement parce que c'est l'objet virtuel le plus cher du monde à l'époque. Et pourtant, malgré l'avoir revendu pour 100 000 dollars, son record du monde, il va pas durer longtemps. En 2005, un complexe spatial sur un astéroïde est vendu pour 100 000 dollars à un joueur qui va marquer l'histoire du jeu, John Jacobs, alias Never Die. Il va y construire un club, Club Never Die, et en 2006, après seulement 8 mois d'exploitation, va déclarer avoir rentabilisé son investissement. Évidemment, le monde entier en parle au point même de se retrouver dans le Guinness Book des records de 2008, et 5 ans plus tard, en 2010, il revend le tout pour 635 000 dollars, et encore une fois, marque l'histoire du jeu vidéo. Je vais pas toutes vous les faire, mais des histoires comme ça, il y en a eu plein tout au long de l'histoire du jeu. 3 centres commerciaux en 2006 pour un total de 179 600 dollars, un œuf virtuel vendu par Never Die en 2010 pour 69 000 dollars, une lune virtuelle vendue 150 000 dollars en 2013, 25 vaisseaux spatiaux vendus 5 000 dollars chacun pour un total de 125 000 dollars, une station spatiale vendue 335 000 dollars et dont les parts se sont vendues un total de 500 000 dollars, des parts d'un complexe souterrain vendu à 5 dollars chacune pour un total d'1 million de dollars, et une entreprise avait même proposé à MindArc de racheter Planète Calypso, la planète principale du jeu, pour la modique somme de 6 millions de dollars. Le deal s'est pas fait, mais c'est quand même une sacrée dinguerie. Bref, dans le top 10 des objets virtuels les plus chers du monde, 6 d'entre eux, dont les 5 premières places, viennent d'Anthropia Universe. Toutes ces sommes, elles représentent une quantité de thunes faramineuse pour MindArc, qui va donc au fil des années investir beaucoup d'argent dans plein d'améliorations, de nouveaux contenus et d'innovations en tout genre. Par exemple, dès 2006, ils offrent aux joueurs la possibilité d'obtenir une vraie carte de retrait dans la vraie vie pour retirer de l'argent dans des distributeurs automatiques. Évidemment, moyennant un bon paquet de taxes dans tous les sens. Ils collaborent aussi avec le prix Nobel pour organiser l'after party en virtuel au Club Never Die, et en 2007, ils vendent 5 licences bancaires à des joueurs permettant de prêter des PED et récolter des intérêts pour un total de 400 000 dollars. Ils gagnent le prix du meilleur jeu original en 2007, obtiennent les droits d'une chanson de Lil Wayne pour l'utiliser dans le jeu, participent à la création d'une série télé interactive qui va gagner un prix au Festival de Cannes, présentent le jeu à la NASA qui cherche un jeu qui pourrait être utilisé à des fins pédagogiques dans les collèges et lycées, collaborent avec un groupe de rock, et à ce moment-là, on est encore qu'en 2008. Ils changent de moteur pour le moteur CryEngine 2, rejoignent la liste des 100 entreprises brillantes de Entrepreneur Magazine, reçoivent la permission de l'autorité de supervision des finances suédoises de conduire des activités bancaires en 2010, et à partir de là lance un tout nouveau système de planètes partenaires géré par d'autres joueurs ou investisseurs, dont la première, Rocktropia, est gérée par un certain Never Die.
En 2011, Mindark rejoint la bourse suédoise et en 2015, ils vont même intégrer un système de démocratie avec un vote et l'élection d'un président de la réalité virtuelle, dont le premier est, roulement de tambour, immense suspense, Never Die. Voilà. Surprise générale. Tout ça nous amène en 2021 où Mindark a signé un contrat avec, tenez-vous bien, Epic Games pour la migration de Entropia Universe sur Unreal Engine 5, migration que les joueurs attendent toujours depuis, je vous rassure. Et tout ça, c'est que Entropia, parce que Mindark pendant toutes ces années, ils ont aussi développé plein d'autres services à côté, en passant de Compet, un jeu de bataille de monstres qui utilise la même économie en PED que l'on peut échanger entre les jeux, à Business VR par exemple, un service de meeting en VR, tout ça financé évidemment par l'incroyable succès financier d'Entropia Universe. D'après Mindark, le jeu aurait généré depuis sa sortie plus de 550 millions de dollars de produits bruts et plus de 400 millions de dollars circuleraient chaque année entre les plus de 1 million de joueurs enregistrés dans le jeu. Et là vous vous dites sûrement, bon, d'une, ça paraît trop beau pour être vrai, et de deux, si c'est vrai, comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de cette dinguerie? On entend parler partout des skins CSGO qui se vendent des fortunes ou des gens qui sont devenus riches en jouant à un Second Life, alors que c'est des petits joueurs comparés à une station spatiale vendue 335 000 dollars. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à n'en avoir jamais entendu parler, puisque même parmi les fans de MMORPG, les seules vraies discussions qu'on trouve en ligne à propos du jeu à première vue, c'est des gens qui se posent la même question: qu'est-ce que c'est que cet ovni qui continue de fonctionner après plus de 25 ans alors que normalement les MMORPG sont parmi les jeux les plus chers à entretenir. Certains ont même commencé à se poser des questions sur une potentielle couverture qui servirait à du blanchiment d'argent. En vérité, la raison, elle est très simple, la réalité est bien plus compliquée qu'un simple prix de vente sur un site de news, et pour vous expliquer tout ça, faut qu'on parle du jeu en lui-même. Du coup, j'ai fait la chose logique à faire, j'ai créé un compte et je me suis lancé à la découverte de Entropia Universe. MMO oblige, j'ai commencé par créer mon personnage et le message est tout de suite très clair, la personnalisation se fait avec des zones de texte où je suis censé décrire à une IA ce que j'imagine pour qu'elle essaye de faire ce que je veux, système qui en plus ne fonctionne pas. Voilà, début très bancal. Une fois en jeu, le premier constat, il est simple, c'est bien chum, et surtout totalement vide sur le plan de la direction artistique, ce qui est un peu inquiétant je trouve quand on pitch c'est un univers immersif à l'échelle de plusieurs planètes. Je fais le tuto qui est on ne peut plus classique, je vous le résume, il y a des méchants robots, donc faut tuer les méchants robots, ça va pas plus loin. Passé le tuto, le jeu m'offre mes premiers équipements, moto, armure et armes, et il est temps pour moi de devenir riche, je crois, de toute façon, il y a que ça à faire. Pour gagner de l'argent dans Entropia Universe, plusieurs possibilités s'offrent à vous. La première et la seule totalement gratuite, le sweating. C'est simple, tu trouves une créature et tu récupères sa sueur, qui est, je ne sais absolument pas pourquoi, un ingrédient de craft qu'on peut donc vendre aux autres joueurs. Une autre variante consiste à ramasser des fruits ou de la merde, littéralement, qui spawnent aléatoirement sur le sol, mais évidemment tout ça c'est gratuit, donc le rendement est catastrophiquement bas, en plus d'être incroyablement chiant. Enfin, regardez-moi ça, c'est un calvaire. La deuxième, elle est liée puisqu'il s'agit du sweating, tout simplement sweating plus hunting, tu récupères la sueur, puis tu tues la créature, sauf que tuer une créature ça veut dire utiliser des munitions et abîmer la durabilité de son arme et de son armure, et tout ça évidemment ça a un prix. Donc au final, à moins d'être extrêmement chanceux sur le loot, au mieux on reste à l'équilibre sans réel bénéfice. La troisième c'est tout simplement l'investissement, en achetant des propriétés virtuelles ou des parts de planètes qui donnent des dividendes en fonction de l'activité des autres joueurs. Comme tous les investissements, ça demande soit d'économiser très longtemps, soit de sortir le porte-monnaie, et ça demande surtout des années, littéralement, pour avoir un retour sur investissement. Ensuite vient le minage, une des activités les plus rentables, tout simplement parce que pour le faire correctement, il faut du matériel bien cher à base de 70 $ minimum, et évidemment, c'est donc bien plus risqué que les autres activités, d'où le plus haut retour potentiel. Enfin, si vous vous sentez une âme d'entrepreneur, vous pouvez offrir des services aux autres joueurs, comme les soigner, leur vendre des objets de décoration, ou faire le taxi et les transporter entre différentes planètes. Encore une fois, ça demande de se renseigner, d'avoir le bon matériel et surtout de savoir combien dépenser pour faire du vrai bénéfice. En réalité, la seule façon rentable de gagner de l'argent dans ce jeu, elle est très simple et surtout sous vos yeux depuis le début, les Globals et les HOF pour Hall of Fame. Je suis pas un joueur de MMO donc je suis pas sûr que ça se dise comme ça, mais vous avez compris l'idée. C'est simple, vous chassez un monstre, vous tapez un caillou et paf, au lieu de gagner 1, 2, 5, 10 peds comme toutes les autres fois, vous gagnez 100, 300, 500, 1000, 3000 peds, 10 000 peds, et c'est tellement exceptionnel qu'à partir d'une certaine valeur, tout le serveur est au courant, parce que quand même, c'est pas donné à tout le monde de... Attends. Ah si, en fait, c'est donné à tout le monde, précisément parce que c'est du hasard.
exact. Et il est là le problème. Entropia Universe, vous l'avez sûrement capté maintenant, c'est pas vraiment un jeu. C'est juste une immense machine à sous en forme de MMO. C'est jackpot, la majorité des joueurs n'en voient jamais. J'ai lu beaucoup de documentation sur le jeu, des articles et des témoignages de joueurs qui ont passé des centaines et des milliers d'heures dessus depuis la bêta, et ils racontent tous avec nostalgie et fierté comme si c'était une dinguerie avec screen à l'appui, leurs quelques Hall of Fame qui se comptent sur les doigts d'une main, tout en admettant avoir dépensé bien plus que ça leur est rapporté, tout simplement parce que même les quelques chanceux qui touchent le jackpot, à ce stade ils sont généralement déjà endettés de plusieurs milliers de pèdes. Et cette annonce à tout le serveur, c'est comme le compte à rebours sur un site de dropshipping ou le classement sur une borne d'arcade, une simple technique de manipulation et un moyen ici de faire croire aux gens un peu trop crédules qu'ils peuvent aussi toucher le gros lot à n'importe quel moment et qu'il suffit juste de continuer à jouer et d'être patient. C'est aussi pour ça que Mindark ne s'est pas pris la tête à faire un scénario intéressant, un univers cohérent ou quoi que ce soit d'amusant à faire pour les joueurs, tout simplement parce qu'on n'a jamais vu personne se plaindre du gameplay d'une machine à sous, hein. C'est pas ça qui intéresse le public. Bon, moi vous vous en doutez, déjà que j'aime pas les MMO, forcément j'ai pas tenu longtemps. J'ai eu beau me balader dans toutes les maps que j'ai pu trouver, je me suis retrouvé dans des endroits immenses, complètement vides, incroyablement chiants, et à part des PNJ générés par IA qui en plus donnent des fausses infos, j'ai strictement rien trouvé à faire d'intéressant, et j'ai fini par lâcher l'affaire après quelques heures parce que forcément, taper des monstres pendant 2 heures, c'est pas la folie quand on a l'habitude de jouer à Overwatch par exemple, hein. J'ai quand même tenté d'aller au Club Never Die, qui existe toujours, ou à Rocktropia par exemple, bref, n'importe quelle autre planète, dans l'espoir que ce soit plus intéressant et pour faire des images pour la vidéo, mais forcément pas de vaisseau, et personne n'a accepté de m'emmener tout simplement parce que le carburant, c'est pas gratuit. Entropia aura réussi au moins un truc, être le premier jeu de rôle massivement multijoueur à désencourager les joueurs à jouer ensemble, franchement, respect. Vous pensez que c'était tout? Tenez-vous bien, c'est pas fini. Imaginons que vous décidez quand même de jouer le jeu, comme ce mec, qui a tout répertorié et suivi sur 3 mois de jeu à raison de 10 heures par semaine, en calculant le moindre achat et en économisant le plus possible avec toute une stratégie. Vous sortez de vos 3 mois de jeu, un total donc de plus de 100 heures hein, quand même. Résultat, un bénéfice roulement de tambour de 690 pèdes, soit 69 $. Aïe. Sabri, t'es dur quand même, 69 $ en jouant simplement à un jeu, c'est quand même pas rien, j'entends. Après bon, pour moi déjà on peut difficilement appeler ça jouer à ce niveau-là, et surtout, en réalité si, c'est rien, tout simplement parce que si vous voulez retirer votre argent durement gagné sur la planète Calypso, il faut virer un minimum de 100 $. Voilà, donc d'après mes calculs, il faudra charbonner encore un total de au moins 2 mois pour dépasser les 100 $, soit un rendement de 23 $ par mois. Ce qui nous fait donc, si mes calculs sont bons, 0,53 $ de l'heure. Coup dur. Petit malaise. C'est pas grave Sabri, de toute façon t'es trop négatif, reste dans ton seum et moi je vais kiffer ce mois-ci avec mes 23 $. J'entends, hein, encore une fois j'entends, mais une fois de plus, si vous voulez vos 23 $, va falloir les mériter pour plusieurs raisons. Déjà, le temps d'attente pour récupérer votre thune, c'est si vous êtes chanceux un minimum de 2 mois. Et dans certains cas même bien plus que ça, comme ce mec, qui a attendu presque 6 mois pour récupérer son argent et a même dû faire appel à un cabinet d'avocats suédois pour faire pression sur le support. On rappelle quand même au passage qu'un virement bancaire, ça dure au maximum 2 jours. Hein. Bon, ces très nombreux délais et problèmes de versement, ils ont eu un gros impact au fil des années sur la confiance des joueurs. Et forcément, quand le jeu te demande de déposer de l'argent réel pour jouer, la confiance, ça me paraît quand même un peu importante. Hein. Ça amène carrément des joueurs qui mettent de l'argent dans le jeu à ne pas faire de versement pendant des années, par peur qu'il y ait un problème avec leur compte. Bah oui, quand t'as passé des centaines d'heures à ramasser des fleurs et du caca pour faire monter ton compte, c'est bête mais t'as pas envie de tout perdre, surtout que comme dans beaucoup de MMO, pas mal d'entre eux ont j'imagine passé des arrangements dans la vraie vie pour s'échanger des pèdes contre des services, chose qui pourrait compromettre leur compte au moment de la vérification. Parce que ces temps d'attente, ils sont justifiés par Mindark par le fait qu'ils doivent vérifier chaque transaction pour s'assurer qu'il n'y a pas d'activité frauduleuse sur le compte. Et c'est seulement après cette vérification faite qu'ils acceptent la requête de versement. Vous avez bien entendu, la requête. Quand vous retirez votre argent d'Entropia Universe, vous n'exercez pas un droit, vous effectuez une requête. Ça paraît rien, mais ça change tout. Tout simplement parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie de retrait. Et dans le cas d'un problème de versement ou d'un quelconque souci avec le jeu, n'espérez pas non plus d'aide de la part du support qui s'amuse à ghoster les gens pendant des mois et même parfois à carrément demander 500 pèdes de l'heure pour fournir à un joueur son historique de transaction.
Tenez-vous bien, c'est toujours pas fini. En 2017, un mec s'est demandé si Mindark était vraiment solvable, tout simplement parce que les sommes affichées sur leur site elles sont quand même un peu délirantes. En faisant des recherches, il a donc découvert qu'il y avait 110 millions de PED, soit 11 millions de dollars qui dormaient sur les comptes des joueurs et qui n'étaient pas utilisés ni retirés. Mindark, de son côté, possédait environ 4,36 millions de dollars de capital propre. Je suis pas start-upper donc je suis pas sûr des termes, mais vous avez compris l'idée. En gros, Mindark, même avec des dizaines voire des centaines de millions de dollars en circulation chaque année, n'était pas assez rentable pour payer ce qu'ils doivent aux joueurs. Si ces sommes étaient considérées comme des dettes, l'entreprise serait tout simplement insolvable. Mais elles sont enregistrées comme des contingent notes, des dettes éventuelles ou potentielles dans les rapports annuels, donc elles ne sont pas comptées comme telles. Ce que ça veut dire, c'est que si tout le monde décidait de retirer ses pets demain, d'une, ce serait très compliqué, de deux, Mindark ne serait pas obligé de les payer, et de trois, le ratio de 10:1 qui existe depuis la création du jeu, scoop, rien ne les empêcherait de le changer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on commence à être un peu loin du jeu qui peut te rendre riche, perso. Bon, ok, je vais peut-être pas avoir mes 23 $ par mois, mais quand même, tu dis n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui sont devenus riches avec Entropia. Neverdie, par exemple, il a gagné plein de thunes. Encore une fois, j'entends, hein, vraiment, mais Neverdie, c'est un cas très particulier. Évidemment, il a eu un beau retour sur investissement à la vente du club Neverdie. Mais déjà, aucun moyen de savoir combien d'argent il a perdu avant d'en arriver là. C'est bête, hein, mais il avait déjà sûrement investi des sommes faramineuses dans le jeu puisqu'il jouait depuis la bêta, et le mec avait quand même hypothéqué sa maison pour l'acheter, son astéroïde. Donc bon, la prise de risque est quand même pas négligeable, je trouve. Mais surtout, à partir du moment où il marque l'histoire du jeu à l'époque, Neverdie, il est omniprésent sur tous les médias, tous les sites, il fait même la couverture d'un magazine, le mec. Et on va continuer à parler de lui pendant des années, si bien que pendant mes recherches, facile 90% des articles que j'ai lus parlaient de lui, alors même que des fois le sujet n'avait rien à voir, et surtout que y a plein d'autres gens qui ont vendu des trucs bien plus chers depuis. Neverdie, il a fait partie intégrante du marketing du jeu et il a été pour énormément de joueurs l'objectif à atteindre et la preuve que eux aussi peuvent réellement gagner de l'argent. Et si on est honnête, c'est précisément cette exposition médiatique de dingue qui a rendu son investissement si rentable. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est précisément pour cette raison toujours une destination incontournable au point où moi-même j'ai voulu y aller pour le voir de mes propres yeux et où chaque année les joueurs célèbrent carrément le nouvel an là-bas. Pourtant, malgré tout ça, je pense pas que Neverdie ait gagné tant d'argent que ça via Entropia Universe. Tout simplement parce que quand on regarde le reste de sa carrière, le mec a continué à investir des sommes dingues dans cet écosystème de métaverse et a lancé plein de projets absurdes, parfois en partenariat avec des grands noms comme Universal, et pourtant quand on se renseigne, on capte vite que tout ça, ça a bien bidé. Même Rocktropia, sa planète partenaire dans le jeu, a un site internet complètement abandonné, pas mis à jour depuis 2015, et surtout, incroyablement moche avec un joli air d'arnaque. Il y a un site qui a été mis à jour par contre, son tout nouveau site de crypto, avec toutes ses analyses et toutes ses stratégies d'investissement. Celui-là, aucun problème, il est bien actif. Et ça n'a rien de surprenant puisqu'on parle d'un gambling addict. Quand c'est pas Entropia, c'est la crypto, comme ça pourrait être le casino, les NFT ou les paris en ligne. Et ça, Mindark l'a bien compris. C'est pour ça que le jeu, il est pensé non pas pour amuser des fans de jeux vidéo, mais pour attirer tous les accros du gambling en leur faisant miroiter des gains qui n'arriveront jamais, et en jouant sur l'attachement psychologique des gens à leur avatar qui les pousse à investir encore et toujours plus d'argent dans le jeu au lieu de stopper. Et le pire, c'est que ça marche parce que le jeu a beau avoir bien perdu en popularité depuis toutes ces années, on est quand même sur une moyenne de 8000 $ de dépôts par joueur qui paye depuis le début du jeu et seulement 27 à 35% des dépôts qui finissent par être retirés. Et surtout, même plus de 23 ans après sa sortie, le jeu il est quand même encore bien actif et la communauté toujours super impliquée. Vous savez maintenant tout de l'arnaque Entropia Universe, une immense pyramide de Ponzi déguisée en MMORPG pensée pour profiter de l'addiction au gambling et la crédulité des joueurs. Moralité, si vous voulez gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo, lancez-vous sur Twitch. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je suis content et dans ce cas, je vous dis, je l'espère, à très bientôt dans une prochaine. Et d'ici là, si des investisseurs ambitieux cherchent à acheter mon compte Entropia, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais un prix d'amis. Des bisous!